Ça c'est sûr, c'est dans les BPF. En plus, on s'est pris une pilule en inspection sur le sujet, il y a 5 ans. Mince, je trouve pas. Mais c'est sûr que ça y est. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 23 de C'est marqué dans les BPF. Alors aujourd'hui avec moi, comme d'habitude, j'ai Arnaud. Arnaud, comment ça va ? Salut Pam, bah écoute, ça va très bien, ravi d'être là. Aujourd'hui du coup, c'est un épisode en comité restreint parce que nous sommes que deux. À l'ancienne. À l'ancienne, bon, ouais. On retrouve l'ambiance du comment on appelait ça là, des débuts, l'ambiance des débuts quoi. Le closer. Ouais, c'est ça. Le truc chiant là du début. Que beaucoup de personnes m'en ont parlé de celui-là, ils ont beaucoup apprécié qu'on les lise et qu'on l'explique, etc. Je crois qu'au final, c'était le plus écouté de tous. Hein. Bon, c'est normal, c'est le premier, mais... Non, c'est le 1 point. Voilà. C'est le premier, c'est le premier épisode qui est le plus écouté, mais l'introduction est vraiment beaucoup écoutée aussi. C'est vrai. Alors, avant de commencer, j'aimerais faire passer un petit message. Donc, c'est Gabriella qui m'a envoyé un message sur LinkedIn qui nous dit qu'elle adore écouter C'est marqué dans les BPF, mais elle avait du mal à suivre, de capter le message. Enfin, c'est vrai que si on a tendance à écouter les podcasts en faisant deux choses en même temps. Et donc, ce qu'elle fait maintenant, c'est qu'elle prend les BPF en même temps et elle suit avec le texte. Ah, donc, super. Voilà, idée intéressante de Gabriella. Merci beaucoup en tout cas Gabriella pour tes messages et tes différentes questions sur tous les sujets. C'est super. Donc si comme Gabriella vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à m'envoyer un message et on relaiera et on essaiera de répondre au mieux quoi. Et puis merci aussi à toutes les personnes qui sur LinkedIn ont pu partager et proposer des commentaires assez... positif sur ce podcast parce qu'on s'est quand même lancé un peu dans l'inconnu au début. Hein. Et donc ça fait plaisir d'avoir tous ces retours positifs. C'est vrai. Ouais, des gens qui repartagent, etc. Ça nous aide beaucoup et puis ça, pareil, pour continuer, parce qu'au final, c'est quand même pas mal de travail, l'air de rien. Ouais, clairement. On se rend pas compte. Je te propose d'attaquer sur le chapitre 5, production. Yes. Est-ce que t'es prêt ? Oui, bien sûr. Alors c'est parti. Principe. Les opérations de production doivent suivre des procédures bien définies. Allez. Elles doivent répondre aux principes de bonne pratique de fabrication en vue d'obtenir des produits de la qualité requise et correspondant à leur autorisation de fabrication et de mise sur le marché. Ok. Écoute, ce principe, il est clair. Ce principe, il est clair et justement, il remet un peu l'église au milieu du village. C'est-à-dire qu'on revient sur le fondamental, quoi. Pourquoi ? Et je trouve que ce principe donne un peu du sens. On revient sur le pourquoi on fait tout ça, pourquoi on essaie d'appliquer ces règles et à quoi elles servent. Eh bien, oui, elles servent à faire un produit qui suit l'autorisation de mise sur le marché. Mais on parle encore de suivre des procédures. On est toujours dans le chapitre 4. Non, je rigole. Je vais arrêter avec cette blague, ça va être chiant à force. Allez, généralité. 5.1. La production doit être menée et surveillée par des personnes compétentes. Ok. Comme on dit, vaut mieux dire les choses que de ne pas les dire. C'est vrai que du coup, le compétente, après, qu'est-ce que ça veut dire ? Ouais, mais du coup, ça veut dire que le laboratoire doit prouver que il a les compétences dont il a besoin aussi. Donc ça, c'est les définitions de fonctions, au final, la RH, les matrices de compétences, enfin tout ce qui se rejoint, dont on a parlé un petit peu il y a quelques épisodes, pour montrer et puis, la formation, l'habilitation, etc. quoi. 5.2. Toutes les manutentions de produits à l'occasion de la réception, de la quarantaine, de l'échantillonnage, du stockage, de l'étiquetage, de la fourniture aux ateliers, des opérations de production, du conditionnement et de la distribution doivent être effectuées conformément à des procédures et à des instructions écrites et, si nécessaire, enregistrées. Toute manutention de produits. En gros, dès que tu fais quelque chose avec du produit, tu es censé avoir une procédure qui les décrit et des formulaires pour les enregistrer, quoi. Ouais. Ok. Du coup, quand tu déplaces ton produit de la fin de ligne de production vers ton magasin,
Tu dois avoir une procédure qui décrit ça. Ouais, une procédure de transfert, ouais, voilà, de la production magasin ou ouais. Ok. Si j'essaye de traduire, hein, parce que la phrase était longue. Avec et plein franchement, d'informations. je me suis perdu un peu au milieu, quoi. Bah, non, ouais, ok. En gros, la première partie, ça reprend tout le flux, et du coup, la deuxième partie, ça dit que le flux doit être décrit et qu'il doit avoir des enregistrements pour montrer qu'on a bien fait comme c'était écrit, quoi. Ouais, je sais pas si c'est si clair que ça sur les sites, sur certains points. Ok, bah déjà, la réception, la quarantaine, l'échantillonnage, le stockage, l'étiquetage, c'est ça qui est intéressant, c'est que le fait d'énoncer des petits morceaux comme ça, bah, tu as tendance en fait en prendre un, le décrire, en prendre un autre, le décrire, en prendre un autre, le décrire, et pas en fait décrire le processus de ton flux et de là, bout en bout. Voilà, de bout en bout, et d'après de sortir les éléments qui doivent être sujets à procédure, quoi. Donc de partir du processus, de l'ensemble du processus, flux, exactement. du processus, et d'en tirer les endroits pour les procédures, quoi. Mais du coup, tu pars du processus et tu décris ton processus. Et c'est bien le problème de, toujours encore une fois, alors je suis désolé, là c'est pas pour blaguer, mais encore une fois de parler de procédure. Et donc on se retrouve avec une procédure de réception, de quarantaine, d'échantillonnage, de stockage, etc. Mais ok, peut-être que ton processus il est découpé comme ça, mais à un moment donné, ça vaudrait peut-être le coup de se poser la question d'approcher ça un peu différemment, quoi. Bon. Oui, non, bah là c'est sûr, hein, et je pense que je pense que cette phrase, elle a dû faire pas mal de bazar, quoi. Ouais, clairement. 5.3. La conformité du bon de fourniture à la commande doit être contrôlée à chaque livraison. Les récipients doivent être nettoyés si nécessaire et étiquetés conformément aux instructions. Là, j'ai bugué sur bon de fourniture. Du bon de fourniture, ouais. Mais en fait, c'est bizarre. Enfin, je suis désolé, mais on va reparler encore d'un peu de structure documentaire et de structure des BPF. Alors, je sais qu'il y en a qui disent et qui critiquent le fait qu'on critique les BPF, mais bon, on est là aussi pour ça. Putain, mais on parle de généralité, on est dans des trucs de détails, là, dès le début. Ouais, on ça peut c'est pas vrai, fixer le cadre. Ok, on a le principe, et après on peut pas donner le cadre, les grands axes, les principes directeurs, les grandes règles, et ensuite rentrer dans le détail. Là, on est au 5.3, on est déjà dans un truc où on nous dit, donc ça doit être contrôlé à chaque livraison, les bons de fourniture, machin. On est dans un point de détail, quoi. Ouais, sérieusement, quoi. Là, en fait, ils vont balayer le flux, ils vont balayer en gros ce que tu dois retrouver dans la réception, la quarantaine, l'échantillonnage. En fait, mais il n'y a pas de cohérence dans le contenu des BPF, là. Enfin, je suis désolé. Alors, voilà, c'est mon coup de gueule du jour. Non, mais c'est vrai, putain, on est déjà dans un truc de détail, quoi. Ouais. Bon, après ok, ce qui est marqué, c'est bien. Mais c'est tout trop tôt ou trop détaillé pour le moment. Ouais. Après, au-delà de la façon de s'organiser, le contenu de cet article, il est quand même assez important. Donc c'est là où quand tu reçois des marchandises, tu es censé les contrôler par rapport au bon de livraison. Donc c'est là où tu vas comparer ce que tu as reçu par rapport à ce que tu aurais dû recevoir. Parce qu'effectivement, dans le pharma, comme on l'avait déjà dit avant, tu peux recevoir des choses un peu compliquées avec plusieurs fournisseurs, la même matière, etc. Et tous les fournisseurs doivent être qualifiés, etc. Donc là, il y a pas mal de choses à vérifier. Non, mais je remets pas en cause le fond. Là, j'ai pas dit que tu remettais le fond, je disais que j'expliquais un peu le 5.3, quoi. Non, ouais, c'est ça. mais le fond, il est ok. Mais tu sais, c'est comme on dit quand on parle de la documentation, l'accès à l'information, et c'est un truc qui est primordial. Sinon, les gens, ils vont pas à l'information et ils font comme ils veulent. C'est comme ça que fonctionnent tous les êtres humains. S'ils arrivent pas à accéder à l'information, ils vont pas y aller plus que ça, quoi. Et dans les BPF, ça devrait être un enjeu majeur des BPF de rendre l'accès à l'information plus simple. Ouais. Et là, franchement, quand tu cherches, alors oui, tu peux faire un contrôle F et rechercher dans les BPF un mot donné. Alors, ils auraient pu structurer le chapitre production en disant voilà les grandes étapes, voilà les exigences par grandes étapes. Basta. Oui, là c'est vrai que du coup pour savoir que le fait que tu dois nettoyer tes conteneurs et les étiqueter avec les infos de la boîte pour savoir qu'il est dans c'est dans les généralités du chapitre production. Non mais voilà, enfin.
Mais c'est trop marrant parce que c'est exactement ce qui se passe quand tu cherches un document dans un site pharma, quoi. Enfin, tu complètement. Dans le bazar, quoi. Exactement. Alors 5.4, les récipients endommagés ou tout autre incident qui pourrait porter atteinte à la qualité d'un produit doivent être détectés, notés et signalés au contrôle de la qualité. Ok. Ça c'est marrant parce que c'est pas toujours fait. Enfin, c'est là où c'est très important d'avoir des personnes bien formées qui connaissent les enjeux du produit, etc. Parce que c'est là où on peut rater pas mal de déviations, quoi. Ouais, c'est intéressant parce que finalement, quand tu as des récipients ou tu as des prélèvements à faire, je pense que tu as des préleveurs qui vont être attentifs à ça, mais il y a des choses où tu n'as pas des prélèvements sur tout. Enfin... Pas surtout, ou même des choses qui arrivent, par exemple, des sacs en papier, les sacs en papier un peu de type sac de ciment, qu'ils arrivent trempés. Après, ils sèchent en prod, enfin, ils sèchent au stockage, et enfin, s'ils sont pas déclarés tout de suite. Ouais. Non, mais c'est clair, oui, parce que de toute façon, tu prélèves pas sur l'ensemble de tes sacs, donc il suffit qu'il y ait une palette qui soit un peu trempée. Si les magasiniers sont pas formés et on va dire plutôt que formés, ouverts au fait que c'est un point qui est important, ouais, tu peux te retrouver après avec des déviations parce que tu as un problème sur la matière et tu sais pas pourquoi. Voilà, déclarer tout ce qui est pas comme d'habitude, quoi. Exactement. 5.5. Les produits réceptionnés et les produits finis doivent être mis en quarantaine, physiquement ou administrativement, immédiatement après leur réception ou leur fabrication et jusqu'à leur libération, en vue de leur usage ou de leur distribution. Donc c'est un peu ce qu'on discutait à un moment donné. La quarantaine, elle est physique ou administrative? Ouais, c'est la quarantaine de logiciels. Où du coup tu peux avoir un magasin gigantesque qui contient tout, mais quand tu scannes l'emplacement, t'as un message d'erreur qui te dit non, pas celle-là, quoi. Ouais. Par contre, ouais, donc c'est là où dès qu'il y a un truc qui a pas été analysé ni libéré, boum, il est directement en quarantaine. Ça c'est ça c'est vraiment important. Ouais. Ouais, bah oui. Tant que c'est pas libéré, c'est à quarantaine. Voilà. Après, t'as des procédure de dérogation ou je sais pas quoi, où tu vas quand même expédier ton produit sous quarantaine des fois et le libérer. Enfin, tu sais, ça c'est déjà vu ça. Hein. C'est ouais, dans des sous cas quarantaine, très urgents, très d'urgence ou de trucs comme ça peut être envoyé sous quarantaine et libéré posteriori, mais c'est distance, de toute manière pas sur le marché. C'est juste je sais pas. Pour faire gagner le temps du trajet, quoi. Exactement. Ouais, mais du coup, c'est sous quarantaine administrativement. Bah après, ça c'est. J'espère. Ça dépend vraiment de la continuité. Ça dépend de la continuité du système, quoi. Enfin, si tu vas de truc de maison mère à filiale, ok. Du coup, tu as continuité du système, mais par contre, si c'est de grossiste à fabricant, là non, et c'est là où c'est chaud, quoi. 5.6. Les produits intermédiaires et vrac achetés en tant que tels doivent être traités lors de leur réception comme des matières premières. Ok, c'est clair. Autant que tu sais pas ce que c'est, tu le réceptionnes, tu prélèves, tu analyses et tu regardes, quoi. 5.7. Tous les produits doivent être stockés dans les conditions appropriées établies par le fabricant et de façon ordonnée en vue de permettre une séparation des lots et une rotation des stocks. Ok. Alors, question. Les conditions appropriées établies par le fabricant, c'est le fabricant de la matière? Ou donc en gros, c'est ton fournisseur? Ouais, ou c'est le fabricant de celui qui va utiliser? Parce que là, au début, on parlait de fournisseur. Maintenant on parle, enfin tu vois, c'est comme je chipote je chipote, mais moi aussi je comprends, c'est le fournisseur, mais voilà, c'est c'est ton fournisseur comme d'hab. Normalement ton fournisseur, quand il fabrique des trucs, t'as des consignes de conservation, attention, à la lumière, de 8, etc. Mais là du coup ça c'est marrant parce que ça devrait aller de soi, mais au final quand tu vois un petit peu le bazar que ça crée, on en a déjà parlé de ce truc là, avec les zones 2-8, les 15-25, ceux qui craignent rien du tout, les latex, la lumière, les stupes. Voilà, c'est ça. Donc ça fait tout un tas de zones. Il faut une quinzaine de magasins, quoi. Ouais, c'est
c'est surtout pour un site qui fait, comme dit, épicerie, où il y a un peu des petits produits de toutes les sortes. C'est là où ça devient tout de suite super chaud, quoi. Après, t'as les pénicillines, les hormones, les trucs actifs. Tu sais, t'es toujours obligé de... mais la conception d'un stockage, c'est pas d'un entrepôt de stockage entre guillemets dans la pharma, c'est pas rien, quoi. Ça demande des vraies compétences et une vraie maîtrise qualité, quoi. Et j'ai jamais participé à ce genre de projet, mais est-ce que on porte autant d'attention ? Je pense que oui, que quand on va vouloir concevoir une zone de prod. En tout cas, j'espère que oui, mais c'est pas si simple, quoi. C'est pas si simple, et surtout, ça prévoit rarement, tu sais, l'expansion. Sur 10 ans, sur 10 ans, tu te retrouves vite dans la merde, surtout sur un gars qui va faire de la sous-traitance, où du coup, il y a plein de personnes qui vont le voir avec plein de projets différents, et du coup, faut bien manger. Du coup, tu te dis, ah oui, allez, on en fait, et puis alors... on sous-estime vachement le... Oh putain, faut faire un nouvel entrepôt, en fait. Ouais, carrément. Allez, je pense que c'était une bonne introduction pour ce chapitre 5. Je te propose de s'arrêter là et on reprend la semaine prochaine avec les points suivants du chapitre 5. Merci à tous et à bientôt pour un prochain épisode. Merci Paul-Adrien, merci à tous.